Manuel Valls s'était engagé publiquement, solennellement, il y a de cela plus de 7 semaines, à agir au niveau national. Alors là, cette proposition était assez modeste, mais à agir aussi au niveau international. À ce jour, nous n'avons rien vu venir. La bataille va être rude, et ça veut dire que nous devons travailler ce sujet et le connaître mieux que nous le connaissons parce qu'il a beaucoup d'implications. On a effectivement entendu il y a quelques semaines Manuel Valls évoquer le fait qu'il avait changé d'opinion sur la gestation pour autrui et qu'il en était amené à, sans doute après avoir réfléchi, amené à considérer que la gestation pour autrui devait être interdite. Ça tombe bien, le droit français l'a toujours interdit et l'interdit encore aujourd'hui. La Cour de cassation, dans des attendus très forts, a évoqué le fait que ce mécanisme constituait en réalité un détournement de l'adoption. L'adoption n'est pas faite pour un tel mécanisme. Elle n'est pas faite pour accorder à des parents qui le souhaitent un enfant. L'adoption, elle est faite pour donner des parents à un enfant qui n'en a plus. Elle n'est pas faite pour donner un enfant à des parents qui en souhaiteraient. C'est ce qui a amené tous les juristes spécialistes en droit de la famille à considérer et à faire reconnaître, et on est à peu près tous d'accord, pour dire qu'il n'y a pas en droit français de droit à l'enfant. C'est issu directement de cette affaire. Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Je répète, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle. Voilà la confirmation avec cette loi du 29 juillet 1994, créant cet article 16-7 du Code civil, l'interdiction, la nullité absolue de la gestation pour autrui. Le législateur a confirmé cette disposition en faisant d'ailleurs une infraction pénale qui est visée à l'article 227-12 du Code pénal. Est entre autres puni des peines prévues, etc., au deuxième alinéa, le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre, lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. Un exemple qui a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps. Comment gérer le refus pour le couple d'accepter un enfant? Le couple a, pardonnez-moi l'expression, passé commande d'un enfant, une mère porteuse porte l'enfant, et puis finalement le couple dit on n'est plus intéressé et on n'en veut plus. Alors l'exemple auquel je fais allusion, c'était un couple australien et une mère porteuse qui portait des jumeaux. Et le couple a dit, on veut bien des enfants, mais l'autre, il est un peu moche, il est un peu handicapé, il n'est pas terrible, donc on le laisse. Et on ne le prend pas. On n'en prend qu'un sur deux. Comment on gère ça au plan de la responsabilité? Est-ce que la mère porteuse a le droit de dire, non, vous en avez commandé deux, vous les gardez, moi j'en veux pas? Est-ce qu'on peut obliger des parents qui ont commandé un tel enfant à le garder? Que fait-on? Comment pourrait-on considérer qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être immédiatement séparé de sa mère, en tout cas de celle qui l'a porté? C'était d'ailleurs l'avis du CCNE et pour lequel donc le recours aux mères porteuses n'était pas légitime. Cet abandon fait par ailleurs complètement fi de toutes les relations entre la mère et le bébé qu'elle porte dans son sein pendant 9 mois. Et ces échanges sont évidemment exceptionnels, extrêmement importants pour le développement de l'enfant, accessoirement pour la mère aussi, et faire comme si finalement ce n'était pas important est quelque chose qui est ici véritablement problématique pour le juriste. En droit français, dès lors que la gestation pour autrui est interdite, le droit français interdit
la transcription à l'état civil des enfants nés par gestation pour autrui. C'était une position ferme et affirmée depuis toujours, hein, et notamment depuis ces deux arrêts de la Cour de cassation de 1989 et 1991. Encore quelques arrêts récents, du 17 décembre 2008, un arrêt du 6 avril 2011, un arrêt du 19 mars 2014. Tous répètent la même chose. À partir du moment où un enfant est né par ce mécanisme de gestation pour autrui, eh bien, il n'est pas possible d'établir sa filiation en France. Sa filiation, elle est établie à l'étranger. L'enfant, il est né en Californie, sa filiation, elle est établie en Californie. Mais dans la mesure où ce mécanisme est radicalement contraire aux droits de l'enfant, eh bien, la seule manière que nous ayons de faire en sorte que cette interdiction soit effective, eh bien, c'est cette conséquence que la filiation ne sera pas établie en France. Reprenons notre couple d'Australiens qui a dit tiens, cet enfant il était plutôt pas mal, on le garde, et puis cet autre-là il était plutôt pas terrible, il est un peu raté, hein, donc on le prend pas. Les arrêts Ménesson et Labassé nous disent, à partir du moment où le père est le père biologique, et c'est forcément le cas dans ce type de mécanisme, eh bien, il existe forcément la possibilité d'établir cette filiation. Donc le père ne pourra plus se défausser. Et si jamais le père se défausse en disant « moi je ne veux pas de cet enfant », eh bien l'enfant pourra quand même lui réclamer des dommages-intérêts en lui disant « tu veux pas de moi, mais tu es quand même mon père. Alors je vais te faire payer, parce que j'ai peut-être pas demandé à vivre, et tu m'as mis en route, eh bien maintenant il faut assumer. » Merci d'être là ce soir. Je vais vous expliquer un peu le but de cette soirée. Aujourd'hui, vous êtes rassemblés là et c'est une bonne nouvelle puisque nous avons 2 anniversaires à fêter aujourd'hui. Le premier anniversaire, c'est les 2 ans de la Manif pour tous, puisque vous savez que l'événement fondateur du mouvement était le 17 novembre 2012, une manifestation où l'organisation était un peu submergée par le nombre de ses participants. Et puis nous voilà 2 ans après, toujours présent, toujours au cœur de l'actualité, même plus que jamais. Donc voilà, c'est déjà une soirée anniversaire pour nous, et puis pour l'enfant, puisque il y a 25 ans était signée la Convention internationale des droits de l'enfant, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, pour parler de l'enfant face à la gestation pour autrui. Vous savez, la Manif pour tous est très attachée au mouvement de rue, à son caractère spontané, un peu trouble-fête parfois pour certains, mais nous inscrivons aussi dans une démarche de formation et d'information. C'est le cas ce soir, nous avons eu un happening cet après-midi devant l'Assemblée nationale pour dénoncer justement ces pratiques de gestation pour autrui, et nous sommes là ce soir pour parler, voilà, comprendre ce qu'est la gestation pour autrui et quelles sont ses conséquences sur l'enfant. Alors je tiens à remercier le député Xavier Breton qui est là parmi nous ce soir. Il fait l'honneur de sa présence. Il était également présent cet après-midi à notre action symbolique. Donc voilà, c'est important que vous le remerciez à la fin et que nous vous remercions puisque voilà, nous cherchons des élus courageux qui assument leurs convictions et c'est votre cas. Voilà, donc je vais passer la parole à Ludovine de Lanchère, qui va, la présidente du mouvement, qui va continuer. Je vous souhaite une bonne soirée, surtout on me signale qu'il faut que vous soyez réactifs à la fin sur les questions, parce que sinon les intervenants vont être vexés. Voilà, je vous remercie à tous, bonne soirée. Chers amis, alors effectivement, le sujet de ce soir est un sujet sérieux, un sujet important, et qui comporte beaucoup d'aspects divers, et souvent mal connus. Et il est d'autant plus nécessaire de les connaître, qu'on le voit bien, il faut les défendre. Enfin, il faut défendre notre position sur la gestation pour autrui. Manuel Valls s'était engagé publiquement, solennellement, il y a de cela plus de 7 semaines, à agir au niveau national. Alors là, cette proposition était assez modeste, mais à agir aussi au niveau international. À ce jour, nous n'avons rien vu venir. La bataille va être rude, et ça veut dire que nous devons travailler ce sujet et le connaître mieux que nous le connaissons parce qu'il a beaucoup d'implications. C'est pourquoi nous avons fait appel à des experts dans leur domaine qui chacun vont enrichir nos connaissances
tout en se mettant à notre portée, j'en suis certaine. Et c'est d'abord Maître Jean Paillot, qui est avocat, expert au Conseil de l'Europe, qui va nous parler du respect des principes de dignité et de la gestation pour autrui. Vous savez que le Conseil de l'Europe est fondé sur la Convention européenne des droits de l'homme, et on est bien sûr dans ces questions de droits de l'homme, donc droits de l'enfant et droits de la femme, avec la problématique de la maternité de substitution, comme on dit aussi. Alors, Maître Jean Paillot exerce dans un large domaine de droit médical, droit de l'édition, droit du travail, droit de la famille et du patrimoine familial. Je suis très impressionnée. Maître Paillot conduit des procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH, qui a rendu en juin, vous le savez, 2 arrêts condamnant la France à propos de cette question-là. Maître Paillot est aussi expert du Saint-Siège près le Conseil de l'Europe pour des problèmes criminels, enseignant en droit de la santé et de la bioéthique à l'Institut politique Léon Armel à Paris, et en déontologie et exercice professionnel à l'école régionale des avocats du Grand Est. Du Grand Est. Vous comprenez pourquoi je demandais à Maître Paillot, bien sûr, de se mettre à notre portée. Voilà, merci Maître, et nous vous écoutons. Vous avez le micro là. Voilà, tout le monde m'entend bien? Non. Très près, plus près, comme ça, c'est mieux. Oui. Voilà, tout le monde m'entend mieux. Allez, alors c'est parti. On a effectivement entendu il y a quelques semaines Manuel Valls évoquer le fait qu'il avait changé d'opinion sur la gestation pour autrui et qu'il en était amené à, sans doute après avoir réfléchi, amené à considérer que la gestation pour autrui devait être interdite. Ça tombe bien, le droit français l'a toujours interdit et l'interdit encore aujourd'hui. On verra dans quelques instants pour quelles raisons. C'est mieux comme ça? Ah oui. Et puis, comme Ludivine l'a rappelé il y a un instant, il s'est également proposé de saisir son ministre des Affaires étrangères pour réfléchir à une initiative internationale sur le sujet. Alors en effet, on l'attend toujours, on est très intéressé par une telle initiative et je serai éventuellement amené à proposer quelques pistes pour éclairer peut-être le ministère des Affaires étrangères sur la question. Le fait d'intervenir à titre personnel sur des problématiques de droit de la famille m'amènera à vous parler essentiellement du droit français. Mais le fait de venir de notre bonne ville de Strasbourg, où se trouve la Cour européenne des droits de l'homme, auprès de laquelle j'interviens également assez régulièrement, m'amènera également à vous donner un éclairage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de gestation pour autrui. Et vous verrez que peut-être il y a lieu de s'inquiéter, même si on ne s'inquiète pas forcément à bon escient, ou on ne regarde pas forcément du bon côté où part actuellement le tir de barrage. Trois niveaux de réflexion. Les mères porteuses, qu'est-ce que c'est? Pour les quelques personnes qui peut-être ne maîtriseraient pas encore complètement ce dont on va parler. Quel est le droit applicable? C'est ce qui va nous retenir un peu plus longtemps. Et quelle initiative proposer? Les mères porteuses, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une mère porteuse? Une mère porteuse, c'est une femme à laquelle on a recours, soit pour qu'elle porte l'enfant qui sera ensuite adressé à un couple demandeur. On dit alors qu'il s'agit d'une mère gestatrice, soit qu'elle conçoive et qu'elle porte l'enfant, c'est-à-dire qu'elle donne ses propres gamètes, son ovocyte, et qu'elle porte ensuite l'enfant. En pratique, c'est la situation la plus fréquente. Dans ce cas-là, on dit qu'elle est à la fois mère génitrice et gestatrice. Dans le premier cas, la mère porte uniquement l'enfant, on parle souvent de gestation pour autrui. Dans le second cas, si la femme qui va porter l'enfant donne en plus ses gamètes, on parle de procréation pour autrui.
qui demande à bénéficier de ce mécanisme de mère porteuse. Il s'agit en général d'un couple, souvent stérile, et plus exactement d'un couple dont le conjoint féminin ne peut pas porter d'enfant, à la suite d'un problème de santé ou éventuellement du fait d'une question d'âge. Il peut également s'agir de questions de pure opportunité. Je n'ai pas envie de porter un enfant parce que j'ai envie d'avoir un enfant, mais c'est un peu pénible de le porter, et puis finalement, on va bien trouver une femme qui acceptera de le porter. Moi, j'ai un boulot important et je ne vais pas passer 9 mois à le porter. On est ici dans l'opportunité. Et puis, de plus en plus, vous l'imaginez bien, il y a une revendication des couples homosexuels masculins. Si le système des mères porteuses était admis en droit français, quel serait ce mécanisme? Il est relativement simple. Il est d'ailleurs à peu près le même dans les différents pays qui l'admettent. Le couple qui souhaite recevoir un enfant contracte avec une femme, souvent par le biais d'intermédiaires, plus ou moins compétents, plus ou moins véreux, afin que, le plus souvent contre rémunération, cette femme porte l'enfant du couple. La filiation sera établie en droit français, c'est notre exemple de réflexion, c'est en général le cas également dans les autres droits nationaux. La filiation de l'enfant peut être établie en droit français si le père qui va accueillir l'enfant a donné ses gamètes. Dans ce cas-là, il est le père biologique. Il va donc faire une reconnaissance de paternité de l'enfant. Et puis, l'épouse, la conjointe, ou le conjoint de cet homme, va, à son tour, adopter l'enfant. Voilà le système qui, donc, je le répète encore une fois, n'a officiellement jamais été admis en droit français. Quel est le droit applicable précisément? En droit européen, il n'existe aucune norme super-étatique qui légitime le principe de la gestation pour autrui. En tout cas, aucune norme juridique écrite. En droit français, comme je vous l'ai dit en introduction, on interdit ce système. On l'a interdit par 2 arrêts importants de la Cour de cassation, l'un du 13 décembre 1989, le deuxième du 31 mai 1991, et puis cette interdiction a été confirmée par le législateur avec la première loi de bioéthique, la première loi du 29 juillet 1994. Alors ça vaut le coup de regarder un petit peu en détail, tout en cherchant à vulgariser, sans que ce soit une bataille d'experts, et en laissant mon propos suffisamment clair. C'est intéressant d'aller quand même au fond de ces 2 arrêts et de ce que dit la loi de 1994. Parce qu'ils vont nous expliquer les raisons pour lesquelles on interdit en droit français le recours à la gestation pour autrui. Le premier arrêt, je vous l'ai dit, c'est l'arrêt du 13 décembre 1989. Il concernait une association qui avait un nom assez sympathique pour l'Alsacien que je suis, ça s'appelait l'association Les Cigognes. Et le nom était évidemment bien choisi, puisque c'était une cigogne qui venait apporter un petit bébé à un couple qui l'attendait. Cette association a été dissoute par le préfet de la ville où se trouvait l'association. Je crois qu'elle était à Paris, mais je ne suis plus très sûr, peu importe. La Cour de cassation a confirmé cette dissolution de l'association en considérant que cette association avait un but illicite, qui était de promouvoir ce type de contrat de gestation pour autrui,
par lequel une femme ayant accouché d'un enfant s'engageait à remettre cet enfant à un couple stérile. Et la Cour de cassation nous dit « Ce contrat est nul de plein droit, car il dispose de 2 personnes humaines. Le contrat porte sur les fonctions reproductives de la mère, et le contrat porte par ailleurs sur l'enfant à naître lui-même. » Donc un double objet illicite. Or, il existe en droit français, depuis des temps immémoriaux, un principe juridique, lui-même issu du principe de dignité, qu'on appelle le principe d'indisponibilité des personnes. Ce principe d'indisponibilité des personnes se scinde lui-même en 2 principes, 2 sous-principes, si vous voulez. Le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, et puis le principe de l'indisponibilité du corps humain. Alors la Cour de cassation, dans cet arrêt, nous dit, eh bien, il y a illicéité de ce mécanisme parce qu'il porte sur le corps humain, l'enfant, et la maman, la mère porteuse, et donc ce contrat a un objet illicite. Le corps humain n'est pas disponible. On ne peut pas le donner, on ne peut pas le prêter, on ne peut pas le vendre. On ne peut pas acheter un enfant. C'est contraire au principe de l'indisponibilité du corps humain. Et puis, ajoute la Cour de cassation, ce mécanisme est également contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Car cet enfant, il est né d'une femme. Et on ne peut pas, par un artifice, faire en sorte qu'une autre femme puisse l'adopter mécaniquement et faire croire qu'il s'agit de son propre enfant. Il y a là un jeu sur l'état des personnes. Or, l'état des personnes est indisponible. On a écrit des milliers de pages entre juristes sur ce premier arrêt et ses conséquences. Et puis est arrivé le 2e arrêt du 31 mai 1991. Cet arrêt ne concernait plus une association, il concernait cette fois-ci un couple stérile qui avait eu recours à une mère porteuse. Ce couple avait obtenu d'une cour d'appel française la possibilité que la mère puisse adopter l'enfant ainsi conçu et né par adoption plénière. Cette adoption était contestée par les juridictions françaises et le procureur de la République a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, cet arrêt de cour d'appel. Et la Cour de cassation, dans des attendus très forts, a évoqué le fait que ce mécanisme constituait en réalité un détournement de l'adoption. L'adoption n'est pas faite pour un tel mécanisme. Elle n'est pas faite pour accorder à des parents qui le souhaitent un enfant. L'adoption, elle est faite pour donner des parents à un enfant qui n'en a plus. Elle n'est pas faite pour donner un enfant à des parents qui en souhaiteraient. C'est ce qui a amené tous les juristes spécialistes en droit de la famille à considérer et à faire reconnaître, et on est à peu près tous d'accord, pour dire qu'il n'y a pas en droit français de droit à l'enfant. C'est issu directement de cet arrêt. Ces différents principes ont été confirmés par la première loi de bioéthique du 29 juillet 1994. Je rappelle qu'on parle des 2 premières lois de bioéthique, puisque le 29 juillet 1994 ont été adoptées 2 lois de bioéthique. Une première qui concerne le corps humain, ses produits et ses éléments, c'est celle qu'on va voir dans un instant et qui nous intéresse ici. Et puis une deuxième, du même jour, qui pose pour la première fois les jalons de la procréation médicalement assistée en France. C'est la première loi de bioéthique, donc, sur le corps humain, qui fixe pour la première fois dans le droit français, de façon textuelle, le principe de dignité. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, quand il sera amené à réfléchir sur la constitutionnalité de cette loi,
en arrivera à la conclusion que ce principe de dignité a valeur constitutionnelle. Pour nous juristes, c'est un élément d'appréciation extrêmement important, puisque la Constitution, c'est notre norme juridique suprême. Toute norme juridique doit être conforme à la Constitution. Si donc le Conseil constitutionnel nous dit que le principe de dignité a une valeur constitutionnelle, ben vous en tirez la même conclusion que moi, à savoir que toute norme de droit français, législatif, réglementaire, doit être conforme au principe de dignité. Donc c'est très important que le Conseil constitutionnel ait pu arriver à déduire cette valeur constitutionnelle du principe de dignité. Ça, c'est une chose. Mais il y a une deuxième chose, c'est que le principe de dignité entre pour la première fois de plein pied dans le Code civil. Il y entre à l'article 16 et article dérivé. L'article 16 nous dit à cet égard, il faudrait que tout le monde l'apprenne par cœur, tellement il est beau et important, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Voilà notre article 16, voilà le sens profond qu'il a, on pourrait mesurer chacun de ces mots, tellement il est fort et tellement il est important. Le législateur ne s'est pas contenté de ce grand principe, il a clairement posé, en réalité, les bases de notre droit de la bioéthique aux articles suivants, les articles 16.1, 16.2, 16.3, etc., jusqu'à l'article 16.9. Et on trouve à l'article 16-7 la disposition suivante. Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Je répète, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle. Voilà la confirmation avec cette loi du 29 juillet 1994, créant cet article 16-7 du Code civil, l'interdiction, la nullité absolue de la gestation pour autrui. Le législateur a confirmé cette disposition en faisant d'ailleurs une infraction pénale qui est visée à l'article 227-12 du Code pénal. Est entre autres puni des peines prévues, etc., au deuxième alinéa, le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre, lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. On constatera que cette incrimination dans le Code pénal se trouve au chapitre consacré aux atteintes aux mineurs et à la famille. Sur un plan intellectuel, j'aurais préféré que cette condamnation soit prévue et évoquée au chapitre intitulé « La dignité des personnes ». Car il y a, comme vous l'avez maintenant compris, un lien immédiat et logique entre le principe de dignité et l'interdiction de la gestation pour autrui. La loi bioéthique du 6 août 2004 a confirmé cette interdiction. Je ne me suis d'ailleurs pas beaucoup posé la question. La question a été beaucoup plus longuement évoquée lors de la révision de la loi bioéthique qui aboutit à la loi de 2011. Et puis, depuis lors, eh bien, on en reparle jusqu'à cette fameuse prise de position de notre Premier ministre actuel. Faisons ici un petit arrêt et réfléchissons ensemble sur l'ensemble des raisons pour lesquelles la gestation pour autrui doit effectivement être interdite et en quoi cette interdiction est légitime. 10 raisons que je vous énonce sous la forme d'une espèce de catalogue. Première raison, ce type de contrat contrevient, comme je l'ai dit tout à l'heure, au principe d'indisponibilité du corps humain et au principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Il contrevient en particulier au principe de non-patrimonialité du corps humain. On n'achète pas, on ne vend pas un corps humain. Mais le fait même de ce mécanisme
il serait légitime de l'interdire, quand bien même il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de contrepartie financière à la mère porteuse. À mon sens, dès lors qu'il est ici question de dignité, et au surplus en voyant un certain nombre d'exemples de mères porteuses, vous avez peut-être vu un certain nombre de reportages en la matière, les conditions de vie de certaines mères porteuses sont parfaitement indignes. Et donc l'interdiction des mères porteuses pourrait parfaitement être calquée sur l'interdiction de l'esclavage. Deuxième justification, c'est l'interdiction qui est faite au regard de l'enfant lui-même, et non plus seulement au regard de la maman, de la mère porteuse. Au regard de l'enfant, c'est là encore le principe de l'indisponibilité du corps humain qui doit s'exprimer et qui doit jouer. Encore une fois, un corps humain ne s'achète pas, ne se vend pas, ne se loue pas, et donc on ne vend pas un enfant. Troisième raison, le contrat passé entre le couple et la mère gestatrice est nul pour avoir un objet illicite. C'est un peu, si vous voulez, la traduction juridique en droit civil français, en droit des contrats, de ce que je viens de dire au titre de l'indisponibilité. En droit des contrats, un contrat doit avoir un objet licite. Eh bien ici, l'objet est illicite. L'objet, c'est l'enfant lui-même. L'objet, c'est la nécessité d'abandonner cet enfant à la naissance. Cet objet est illicite. Il faut même aller plus loin, et c'est la quatrième raison que j'évoque, il faut même aller plus loin, la cause de ce contrat est également illicite. Là encore, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les juristes que nous sommes réclament pour qu'un contrat soit licite, non seulement qu'il ait un objet licite, mais également qu'il ait une cause licite. Et ici, tant l'objet que la cause sont illicites. Cinquième raison, le contrat est encore illicite parce que la mère gestatrice renonce par avance à un droit qui n'est pas encore né. Elle renonce par avance à un droit qui n'est pas encore né, à savoir le fait d'être reconnue comme la mère de l'enfant. Elle ne le sera qu'à la naissance de cet enfant. Eh bien, sauf cas particulier, etc. Renoncer par avance, avant même le début de la gestation, à pouvoir prétendre être mère, c'est renoncer à un droit avant même que celui-ci existe, et en droit français, ce n'est pas possible. Sixième raison, c'est une question de responsabilité. Comment gérer le refus de la mère gestatrice de laisser l'enfant après l'accouchement? Est-ce qu'il serait légitime dans un tel contrat, s'il était admis, d'autoriser la mère à garder cet enfant? Et si c'était possible, comment admettre qu'il y ait une contrepartie financière? Un de nos voisins, la Belgique, a admis du bout des lèvres le recours aux mères porteuses, en interdisant toutefois toute rémunération de la mère porteuse. C'est un moyen de s'éviter cette réflexion, et donc le droit belge autorise et même oblige les parents d'accueil de cet enfant à accepter le fait que si la mère porteuse dit « je garde l'enfant », eh bien que la mère porteuse garde cet enfant. Mais si on rentre dans un système pécuniaire, une telle question se posera nécessairement. Comment, dans l'autre sens, gérer le désir de la mère gestatrice d'interrompre sa grossesse? Le droit français autorise le recours à l'interruption de grossesse volontaire ou médicale selon les circonstances et en tenant compte d'un certain nombre de conditions. Et si la gestatrice décide finalement de se séparer de cet enfant, devra-t-elle des dommages-intérêts?
au couple d'accueil qui a payé peut-être fort cher pour recevoir cet enfant. Et si on le lui interdit, cela ne vient-il pas contredire le principe de liberté des femmes à choisir en la matière ce qu'elles estiment être le mieux pour elles-mêmes? Il y a là également une réflexion qui est nécessaire et même indispensable dans l'hypothèse où on accepte un tel recours. Et qu'en est-il si l'interruption de grossesse est envisagée pour sauver la mère porteuse? La liberté contractuelle est-elle ici limitée par la santé de la mère porteuse? Cela paraît relativement évident, mais vous le comprenez bien, cela ne fait qu'augmenter le nombre des pages d'un tel contrat. Enfin, dernier problème de responsabilité, on en a vu d'ailleurs un exemple qui a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps. Comment gérer le refus pour le couple d'accepter un enfant? Le couple a, pardonnez-moi l'expression, passé commande d'un enfant, une mère porteuse porte l'enfant, et puis finalement le couple dit ben, on n'est plus intéressé et on n'en veut plus. Alors l'exemple auquel je fais allusion, c'était un couple australien et une mère porteuse qui portait des jumeaux. Et le couple a dit, ben, on veut bien des enfants, mais l'autre, il est un peu moche, il est un peu handicapé, il n'est pas terrible, donc on le laisse. Et on ne le prend pas. On n'en prend qu'un sur deux. Comment on gère ça au plan de la responsabilité? Est-ce que la mère porteuse a le droit de dire, ben, non, vous en avez commandé deux, vous les gardez, moi j'en veux pas? Est-ce qu'on peut obliger des parents qui ont commandé un tel enfant à le garder? Que fait-on? Au moins, la jurisprudence Ménesson peut donner un début de réflexion en la matière, comme je l'évoquerai tout à l'heure. Et puis enfin, il existe deux raisons qui sont d'ordre humain et qui ne sont pas du tout d'ordre juridique, mais que le juriste doit, à mon sens, prendre en compte. La première, c'est une raison psychologique, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'abandon. Comment pourrait-on considérer qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être immédiatement séparé de sa mère, en tout cas de celle qui l'a porté? C'était d'ailleurs l'avis du CCNE et pour lequel donc le recours aux mères porteuses n'était pas légitime. Et puis une raison biologique. Cet abandon fait par ailleurs complètement fi de toutes les relations entre la mère et le bébé qu'elle porte dans son sein pendant 9 mois. Et ces échanges sont évidemment exceptionnels, extrêmement importants pour le développement de l'enfant, accessoirement pour la mère aussi. Faire comme si finalement ce n'était pas important est quelque chose qui est ici véritablement problématique pour le juriste. Voilà les raisons qui ont conduit in fine la Cour de cassation et puis le législateur à poser une règle d'interdiction aussi franche, ferme que concise. Il n'y a pas besoin de 36 mots pour préciser l'interdiction du recours à la gestation pour autrui. Mais quand même, quelques-uns se sont dit bon, bah, c'est interdit en droit français, mais c'est pas grave, nous on va aller à l'étranger et on va avoir recours à une mère porteuse. Bon, en Californie, on va en Ukraine, on va en Russie, on va en Inde, on va où vous voulez. Un certain nombre de pays ont admis la possibilité d'avoir recours à la gestation pour autrui. Comment gère-t-on en droit français la demande de transcription à l'état civil des enfants qui sont nés par gestation pour autrui à l'étranger? Je fais très simple, en droit français, dès lors que la gestation pour autrui est interdite, eh bien le droit français interdit
la transcription à l'état civil des enfants nés par gestation pour autrui. C'était une position ferme et affirmée depuis toujours, hein, et notamment depuis ces deux arrêts de la Cour de cassation de 1989 et 1991. Encore quelques arrêts récents, du 17 décembre 2008, un arrêt du 6 avril 2011, un arrêt du 19 mars 2014. Tous répètent la même chose. À partir du moment où un enfant est né par ce mécanisme de gestation pour autrui, eh bien, il n'est pas possible d'établir sa filiation en France. Sa filiation, elle est établie à l'étranger. L'enfant, il est né en Californie, sa filiation, elle est établie en Californie. Mais dans la mesure où ce mécanisme est radicalement contraire aux droits de l'enfant, eh bien, la seule manière que nous ayons de faire en sorte que cette interdiction soit effective, eh bien, c'est cette conséquence que la filiation ne sera pas établie en France. Donc, dernier arrêt en date, le 19 mars 2014. Oui, mais voilà, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie et à peine 3 mois plus tard, le 26 juin 2014, c'était donc il y a quelques mois, la France s'est fait taper sur les doigts par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce qu'on appelle les arrêts Ménesson et Labassé. Il s'agissait de deux couples constitués d'un homme et d'une femme, chacun des deux couples désireux d'avoir des enfants, ne pouvant en avoir naturellement, se sont rendus tous deux en Californie, ont pu bénéficier d'une gestation pour autrui. Un des couples a eu des jumelles, un autre couple a eu un enfant. Tout ce beau petit monde est rentré en France, a demandé la transcription à l'état civil. Et les juridictions françaises ont dit non. Et donc ils sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Par cet arrêt du 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a dit « D'accord, vous avez une législation qui interdit la gestation pour autrui. On ne revient pas dessus, c'est votre liberté à vous les Français. Mais quand même, l'enfant, il porte les gamètes de son père. C'est son père biologique. Eh bien, vous n'avez pas le droit d'interdire la transcription à l'état civil de la filiation de l'enfant vis-à-vis de son père. Vis-à-vis de la mère, on peut vous comprendre, mais vis-à-vis du père, vous ne pouvez pas. Et donc, la Cour européenne nous a dit, désormais, il est nécessaire qu'il y ait une transcription à l'état civil de la filiation du père, parce que celui-ci est le père biologique. Bon. C'est en réalité une révolution. Quid si la mère d'accueil a par ailleurs donné son ovocyte pour que la mère porteuse, enfin pour que l'enfant soit conçu et que la mère porteuse puisse le porter. Si la mère d'accueil est également la mère biologique au sens où elle a donné ses gamètes, alors la conséquence des arrêts Ménesson et Labassé pourrait être que la Cour viendra un jour nous dire ben, vous ne pouvez pas non plus interdire la filiation de cet enfant vis-à-vis de sa mère parce que c'est sa mère biologique. On laisse de côté la gestation, mais c'est la mère biologique. C'est pas seulement la mère d'accueil, c'est la mère biologique. Alors ça, c'est le grand risque de cette jurisprudence. Et on est un peu pris en défaut, parce qu'on met beaucoup l'accent sur le fait qu'on ne peut pas fixer une maternité du seul fait qu'il s'agisse d'une mère d'accueil. Oui, mais si la mère d'accueil est aussi la mère biologique au sens où elle a donné ses gènes, on risque d'être coincé. Et on risque d'être coincé sur le terrain même où un certain nombre se sont placés, à savoir la filiation biologique. Alors, cet arrêt n'a qu'un seul mérite à mes yeux, et c'est un mérite relativement faible, mais disons-le quand même. Reprenons notre couple d'Australiens qui a dit ben, tiens, cet enfant il était plutôt pas mal, on le garde, et puis cet autre-là il était plutôt pas terrible, il est un peu raté, hein, donc on le prend pas. Les arrêts Ménesson et Labassé nous disent
À partir du moment où le père est le père biologique, et c'est forcément le cas dans ce type de mécanisme, eh bien, il existe forcément la possibilité d'établir cette filiation. Donc le père ne pourra plus se défausser. Et si jamais le père se défausse en disant « moi je ne veux pas de cet enfant », eh bien l'enfant pourra quand même lui réclamer des dommages-intérêts en lui disant « tu veux pas de moi, mais tu es quand même mon père. Alors je vais te faire payer, parce que j'ai peut-être pas demandé à vivre, et tu m'as mis en route, eh bien maintenant il faut assumer. » Alors c'est peut-être la seule conséquence à peu près heureuse qu'on peut voir de cet arrêt. Deux autres arrêts nous retiennent 2 petites secondes, et après je tends le micro. C'est dur quand même de lâcher le micro quand on est avocat, mais je ferai très court. La Cour européenne a rendu un autre arrêt le mois suivant qui concernait la Belgique. Un arrêt du 8 juillet 2014. L'affaire D et autres contre Belgique. C'était un cas un petit peu particulier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la Belgique autorise le recours aux mères porteuses, mais uniquement dans quelques cas de figure particuliers, quand il n'y a pas de contrepartie financière notamment. Là, c'était un couple qui est quand même parti à l'étranger, en Russie, je crois, ou en Ukraine. Et quand l'enfant est né, tout gentiment, ils ont demandé un passeport pour l'enfant à l'ambassade de Belgique en Ukraine. Et l'ambassade a dit, oui, mais il faut quand même que vous établissiez votre filiation vis-à-vis de cet enfant, et là, votre dossier, il n'est pas prêt. Alors, ils ont fait des pieds et des mains, ils ont saisi en référé les juridictions bruxelloises pour dire, mais nous sommes bien les parents, regardez, voilà. On exhibe d'ailleurs une reconnaissance de paternité, une recherche sur les gamètes du père. Et les juridictions belges disent « Non, mais écoutez, vous vous moquez du monde, apportez-nous des preuves en bonne et due forme, et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous. » Les choses se sont passées de telle façon qu'ils n'ont pas pu rentrer avec l'enfant, et ils sont rentrés tout seuls en Belgique. Et ils n'ont pu récupérer l'enfant que 3 mois plus tard, après une deuxième décision des juridictions belges disant « oui, effectivement, la filiation est établie sur la base de ce contrat de mère porteuse, donc on vous accepte. » Et donc ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme en disant mais vous avez violé notre droit à une vie familiale parce que vous nous avez laissé comme ça pendant 3 mois en plan sans pouvoir bénéficier de notre enfant et c'est scandaleux. Et la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré cette requête irrecevable en précisant d'ailleurs qu'il n'y avait manifestement pas de fondement légitime à cette réclamation. Ceci dit, la Cour européenne a sans doute statué sur ce point en tenant compte du fait que les parents avaient déjà récupéré l'enfant. Donc c'est une jurisprudence à prendre pour ce qu'elle est, qui est peut-être un simple cas d'espèce. Mais la conséquence qu'on peut en tirer, c'est qu'un État, même s'il admet le bénéfice d'une gestation pour autrui, a le droit de prendre le temps de vérifier si la filiation de l'enfant par rapport aux parents est bien établie. Et puis, troisième et dernier cas, il concerne l'Italie. C'est une affaire qui n'a pas encore été jugée par la Cour européenne, mais qui a été transmise au gouvernement italien, ce qui fait qu'on peut penser que pour la Cour, il y a des éléments suffisamment importants pour elle pour que cette affaire soit évoquée devant la Cour. Ce sont des personnes qui ont pour le mari 44 ans et pour l'épouse 55 ans. Ils souhaitent avoir un enfant, ils vont en Russie pour bénéficier d'une gestation pour autrui. Ils veulent rentrer en Italie, et en Italie on leur dit non mais c'est pas possible, non seulement on peut pas retranscrire à l'état civil un enfant qui comme ça est né d'une mère porteuse. Les Italiens ont un peu de choses près la même législation que nous en la matière, c'est-à-dire une interdiction totale. Mais en plus, il va falloir que vous nous prouviez, vous, monsieur, que vous êtes bien le père de cet enfant. Et dans le cadre de l'expertise qui a été faite, on s'est rendu compte que le père de l'enfant n'était en réalité pas son père génétique. Alors les juridictions italiennes ont dit, mais alors c'est même pas de la gestation pour autrui. Et en réalité, on est en présence d'un enfant qui n'a aucun lien de filiation vis-à-vis de ses parents annoncés.
Et donc on est dans le détournement complet des institutions, au premier chef desquelles l'adoption. Alors voilà, c'est un dossier qui est intéressant, un dossier Paradiso contre Italie. Alors, quelle initiative proposer? J'ai encore une minute? Non? Pendant les questions. Peut-être pendant les questions. Alors je l'évoque. Première proposition, amender la Convention internationale des droits de l'enfant. Deuxième possibilité, amender la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce sont les deux options qui sont possibles. Ces deux options impliquent un fort engagement politique. En l'état actuel, on voit mal comment la France peut porter un tel engagement politique, mais enfin, on ne demande qu'à voir. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, maître, de cet exposé qui nous permet de parcourir le temps et de savoir quels sont les fondements juridiques et aussi les risques juridiques auxquels nous sommes confrontés. Alors, en ce qui concerne les actions, bien sûr, elles sont infiniment précieuses et nous savons bien toute l'importance juridique, l'importance des recours juridiques et des actions qui peuvent être menées. Face à nous d'ailleurs, un certain nombre, comme vous venez de l'exposer, eh bien ceux qui sont favorables à la gestation pour autrui ont agi par les voies de la justice et c'est pourquoi nous collaborons si souvent avec des experts du droit. Ne pourrait-on pas se procurer des contrats de GPA et montrer, parce qu'on sait que ces contrats sont extrêmement pointus sur le plan juridique, donc il doit bien y avoir des articles absolument normaux lorsque vous parlez d'un livre ou d'un objet à construire, mais lorsque vous parlez d'un enfant, le transfert de propriété, la date du transfert de propriété, l'obligation faite à la mère d'avorter à la demande des acheteurs. Il faudrait, je pense, arriver à avoir un document, un contrat, pour montrer ces articles qui, encore une fois, sont tout à fait compréhensibles. On connaît les avocats anglo-saxons, on sait qu'ils font 20, 30, 40 pages extrêmement détaillées. Il doit bien y avoir dedans plus de la moitié des articles qui soulèvent le cœur à partir du moment où ce qui est vendu n'est pas un objet. Je crois qu'on s'habitue à tout. Et on est capable de tout lire et de tout voir. C'est un peu ce que disait le docteur il y a un instant. Il y a un moment où les mots n'ont presque plus de sens. Il faut considérer que, en tout cas pour un couple stérile, recourir à la gestation pour autrui, c'est sortir d'une souffrance. Et les gens qui y ont recours, ils sont prêts à signer n'importe quoi pour pouvoir en bénéficier. Ce qui amène à dire d'un point de vue juridique et d'un point de vue moral que ce n'est pas la finalité qui pose problème ici, ce n'est pas le fait d'avoir un enfant qui pose problème, c'est le moyen qui est utilisé. Est-ce que le moyen est légitime? Et non, il ne l'est pas, pour toutes les raisons que j'ai déjà invoquées. Mais un certain nombre de personnes seront simplement obnubilées par cette idée il faut que j'ai un enfant. Donc vous pouvez montrer un contrat de 40, 60 pages, des clauses abominables, où l'enfant n'est plus qu'un objet, et donc où sont évoquées des questions de responsabilité. Qu'en est-il quand l'enfant n'est pas aussi bien que je l'avais imaginé? Va-t-on appliquer la loi sur les produits défectueux en ce qui concerne cet enfant? Enfin, je veux dire, on peut aller très loin dans l'ignoble. Ça ne changera rien pour ceux qui signent ce type de contrat. Donc j'ai peur que ce n'est pas forcément une énorme influence. Ce qui est important, c'est de s'extraire de cette question et d'essayer de réfléchir au pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça implique, et peut-être sortir de soi-même ou de sa relation de couple avec cette difficulté, et puis se mettre à la place de l'enfant. Merci beaucoup, maître. Alors je vous propose de passer à la deuxième partie. Nous allons écouter Joseph Touvenel, que j'invite à peut-être que Joseph Touvenel me permettra une petite question juste avant. Une dernière question. Qui me brûle les lèvres quand même. Maître, vous venez d'employer l'expression le sens des mots, mais
Sur la GPA dont on parle ce soir, moi je trouve qu'encore une fois on se fait piéger par les mots, comme on s'est fait piéger avec l'IVG à la place de l'avortement, comme on s'est fait piéger avec les termes homosexuels et hétérosexuels, ce ne sont pas le sujet d'aujourd'hui, mais GPA, je n'arrête pas d'entendre gestation pour autrui. À ce qui me semble, c'est pas la femme qui est en gestation, c'est l'enfant. Donc c'est pas de la gestation dont il s'agit, c'est de la grossesse de la femme, premièrement, et ensuite une grossesse qui serait pour autrui, ça n'a pas de sens non plus, une grossesse est forcément pour autrui. J'ai l'impression qu'on emploie pour autrui comme si ça donnait un aspect altruiste. La femme n'est pas en grossesse d'elle-même, ni la gestation d'elle-même. Pour moi, ce sont encore une fois des termes truqués qui demandent un peu que l'intelligence se décale un peu par rapport aux termes auxquels on nous a habitués à employer spontanément, mais ça ne veut rien dire, ces termes-là ne veulent rien dire. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Il n'y a pas beaucoup plus à ajouter, si ce n'est que je suis d'accord avec vous. Le terme autrui ici vise simplement le couple qui vont être ou qui espèrent être les parents d'accueil. Voilà. Alors il faut peut-être inventer effectivement une autre façon d'évoquer la GPA. Délégation de grossesse.